Salut à tous, c'est David. Aujourd'hui, une petite vidéo pour tester l'autonomie de la Hyundai Ioniq sur autoroute. La Ioniq électrique 28 kW. Alors je vais pas vider ma batterie comme la plupart des tests qu'on voit. L'idée c'est j'ai mis le compteur à 0, j'ai mis l'indicateur de consommation à 0 et puis on va regarder sur une autoroute plutôt plate en aller-retour combien je consomme. On fera un point à mi-parcours, donc je pars de l'aire de péage de Pertuis, qui est un petit peu au-dessus d'Aix-en-Provence, et je vais jusqu'à Sisteron, donc ça veut dire qu'on est sur un profil légèrement ascendant. Voilà, donc c'est parti pour ce test. Alors tout d'abord sur ce test d'autonomie, la règle numéro 1, j'ai mis le régulateur de vitesse adaptatif à 130 km/h. Si j'ai quelqu'un devant moi, je ne cherche pas à doubler systématiquement. Donc ça veut dire que s'il roule moins vite, j'aurai une moyenne qui sera moins élevée. C'est pas grave. Le but c'est pas de rouler à fond. Le but c'est d'être sur une conduite tout à fait classique. Si je vois vraiment que la personne qui est devant moi roule pas assez vite, je mets un coup de clignotant, je dépasse. Ça me permet en même temps d'en profiter pour vous parler un petit peu de la Ioniq électrique un peu plus en détail pour ceux qui sont intéressés par ce véhicule. À savoir notamment quels outils, quelles parties logicielles sont très intéressantes et méritent qu'on se penche dessus. Donc notamment cette conduite adaptative. Comme vous le voyez, bon alors je suis sur une ligne droite donc on pourrait dire que j'ai pas besoin, mais vous voyez là je viens de lâcher le volant, vous pouvez compter, vous avez un décompte d'à peu près une quinzaine de secondes avant que la voiture se mette à sonner, voilà. Donc je mets juste une petite impulsion, juste simplement montrer que je tiens bien le volant et la voiture se remet en assistance. Donc il y a deux aides principales qui font qu'on est sur une assistance de niveau 2. La première assistance, c'est le Line Keep Assist. Alors c'est une assistance qui est très pratique sur autoroute, mais qui demande quand même une certaine vigilance, puisque entendons-nous, on n'est pas du tout sur une voiture autonome, comme par exemple chez Tesla où il y a le Full Self Driving qui est en train d'apparaître. À ce sujet, une parenthèse, le terme autopilote ne veut pas dire conduite autonome. Le terme autopilote choisi par Tesla, il est très ambigu, mais ça veut dire simplement une assistance à la conduite. Donc il y a à peu près la même chose, peut-être un petit peu moins évolué, j'en conviens. Il y a la même chose sur la Ioniq électrique. Donc ça veut dire quoi? Le Lane Keep Assist, ça veut dire qu'il détecte les lignes. C'est pour ça que je vous parle d'autoroute, parce que c'est vrai que quand vous êtes sur autoroute, là j'ai un léger virage. L'autoroute, les lignes sont plutôt linéaires, vous avez une conduite plutôt linéaire. Voilà, vous voyez par exemple j'ai une caravane devant moi, je vais pouvoir la dépasser, simplement je mets un coup de clignotant. À partir de là, donc j'attends que la voiture me double, je mets le clignotant, à partir de là il va réaccélérer, sans attendre d'avoir redétecté les deux nouvelles lignes. Donc c'est pas mal. Alors attention, le Line Keep Assist, comme je le disais, il faut rester vigilant parce qu'il y a des fois dans des virages un peu serrés, il peut ne pas le détecter. Alors c'est très rare sur autoroute qu'il ne détecte pas les lignes, puisque en général la peinture est bien faite, alors sauf si vous êtes sur une zone de travaux évidemment. Donc c'est plutôt rassurant. Il faut bien sûr se méfier de ce côté rassurant, il faut toujours être vigilant. Alors j'avais déjà fait le test personnellement, comme tout le monde a voulu un jour le faire, de bloquer quelque chose sur le volant pour simuler le fait que j'ai ma main dessus, donc un léger contrepoids, et de voir si la voiture continuait. Oui, la voiture elle continue. Néanmoins, si à un moment donné elle ne détecte plus les lignes, ça peut être extrêmement dangereux. Il faut rester vigilant au volant. Une conduite de niveau 2, c'est de l'assistance. Une conduite autonome de niveau 2, c'est juste une assistance. Et le deuxième élément qui permet de faire cette assistance, c'est non seulement de détecter les lignes. Alors c'est vrai, la Ioniq elle a légèrement, c'est fin, sur autoroute c'est d'autant plus fin,
elle a légèrement tendance à faire un ping-pong entre les lignes droite et gauche. Donc on peut voir de temps en temps la voiture hop, faire comme ça. C'est subtil, alors sur autoroute c'est très léger. Et le deuxième élément qui permet de faire cette assistance, c'est le régulateur de vitesse adaptatif. Le régulateur de vitesse adaptatif, bon, je pense que son nom est assez clair. Alors vous voyez, il sonne de temps en temps, pourtant j'ai la main sur le volant. Parce que j'ai pas un appui assez franc. Alors, ça peut en agacer certains. Moi je préfère que ça sonne, ça veut dire que peut-être moi aussi je suis pas... alors je pourrais désactiver hein, tout simplement, non pas la sonnerie, mais le line keep assist. Mais bon, je trouve que c'est quand même rassurant d'avoir quelqu'un qui est là pour... Enfin, c'est une vigilance supplémentaire qui est de la part de la voiture. Ou au cas où, je sais pas, je me baisse pour ramasser un truc qui est tombé par terre et puis je vois pas que la route tourne un peu plus que je ne pensais. Voilà, c'est très ambigu hein, cette histoire d'assistance, mais c'est quand même très pratique. Et donc le deuxième élément en termes d'assistance à la conduite, c'est donc le régulateur de vitesse adaptatif qui, donc, vous choisissez la vitesse à laquelle vous voulez rouler et il y a à l'avant du véhicule un petit radar. Voilà, un petit radar qui est caché donc derrière le capot, enfin devant l'avant du véhicule, et qui va détecter la présence ou non d'un véhicule. S'il y a une voiture qui roule moins vite devant vous, donc là par exemple moi je me suis mis à 130 et j'ai devant moi quelqu'un qui roule, alors là il est en train de ralentir parce qu'on est limité à 110, donc, vous voyez j'ai même pas besoin de, idéalement il faudrait que je dise attention je roule à 110, et là j'ai même pas besoin de faire attention à ça. En général sur autoroute les gens sont quand même plutôt vigilants. Alors ça demande quand même, il faut pas faire confiance aux autres évidemment, c'est pas ce que je dis. En temps normal, quand je fais pas de vidéo, quand je suis totalement vigilant, j'ai tendance à baisser mon régulateur adaptatif à la limitation de vitesse. Parce que non seulement ça me permet d'être plus attentif à l'environnement extérieur, mais également ça me permet de consommer moins. Hein, quand on me dit de rouler à 110, si j'ai personne devant moi, sans m'en rendre compte, je vais continuer à rouler à 130. Et puis si j'ai quelqu'un devant moi qui roule à 120, oui, je vais avoir baissé ma vitesse, oui, je risque moins de me prendre un PV parce que j'ai fait un excès de vitesse, parce qu'on sait qu'il y a toujours une fourchette, hein, si vous roulez à 115, vous ne faites pas flasher. Mais, enfin, ça dépend des radars, je ne suis pas un spécialiste des radars. Mais, donc, en règle générale, je vous conseille vraiment, vous regardez les panneaux, dès que vous voyez un panneau qui vous dit que la vitesse elle a baissé, vous baissez le régulateur adaptatif à cette vitesse. Et pour autant, donc vous êtes plutôt serein. S'il y a quelqu'un qui fait un freinage d'urgence devant, ou s'il y a juste quelqu'un qui roule un petit peu moins vite que vous et que vous arrivez dessus, la voiture elle freine toute seule. Et ça c'est vraiment un plus. C'est vraiment... et c'est vrai que on touche du bout du doigt la conduite autonome. Alors la conduite autonome, on le voit aujourd'hui avec les vidéos des Tesla modèle S, enfin même de toutes les Tesla qui sont équipées de la bêta 9. Aujourd'hui, hein, au jour d'aujourd'hui, je sais que c'est pas une bonne expression. Aujourd'hui, on est fin juillet, et donc la bêta 9 du full self-driving de Tesla vient d'être diffusée. Tiens, je croise une Tesla, elle est bleue celle-là. C'est une modèle 2019, une modèle 3 avec les baillettes chromées. Elle est vraiment belle cette voiture. Donc qu'est-ce que je voulais dire? Oui, j'ai personne pour me reprendre. Donc le full self-driving bêta 9 aujourd'hui c'est carrément de la conduite autonome en ville, c'est-à-dire que ça voit les piétons, ça voit les voitures qui arrivent dans les croisements, la voiture qui est garée en double fil, ça s'est anticipé s'il y a une voiture qui arrive dans un virage, un camion qui arrive dans un virage et qui prend un peu trop de place, il sait que le camion ne va pas passer, donc il attend que le véhicule ait fait sa manœuvre, ou alors il se dépêche de passer avant. Là c'est vraiment l'impression d'avoir quelqu'un qui conduit la voiture. C'est de plus en plus basé sur des réactions humaines. Et c'est ça qui fait la force de Tesla, c'est que toutes les voitures sont connectées et permettent, alors là vous voyez,
ça c'est un des aléas. Alors je vous décris la situation, c'est vrai que vous ne l'avez pas vu, je vous décris la situation. J'arrive, il y a une sortie d'autoroute juste à côté de moi, et donc il y a quelqu'un qui était devant moi qui a ralenti pour sortir de l'autoroute. Et donc, à un moment, il va se rabattre, il va se mettre sur la voie pour sortir. Et pendant un court laps de temps, la Ioniq, en tout cas, et je crois que c'est pareil pour la plupart des Tesla, et la plupart des voitures qui ont ce régulateur de vitesse adaptatif, c'est que il va pas vraiment arriver à savoir si la voiture elle est sur une autre voie ou si elle est encore sur ma voie. Or quand vous sortez d'une autoroute, vous avez tendance à faire un freinage plutôt franc parce que derrière vous arrivez sur une courbe pour sortir, pour aller sur le péage. Et donc d'un seul coup j'ai devant moi, enfin selon ce que voit la voiture, il considère que devant lui il y a une voiture qui est en train de freiner à 60 km, je sais pas, 90 ou 60 km/h. Et donc moi j'ai plus personne devant moi physiquement, mais la voiture va supposer que la voiture qui est en réalité sur le côté est toujours devant, et donc elle va se mettre à freiner en plein milieu de l'autoroute. Elle va se mettre à freiner jusqu'à la vitesse de la voiture qui est devant moi, enfin qui est sur le côté. Je pense que vous avez compris. Donc ça c'est un petit peu, c'est pas ce qu'on appelle les freinages fantômes. Freinage fantôme, c'est une ombre sur la route et la voiture elle croit à un moment qu'il y a un volume devant et du coup elle va freiner. Alors entendons-nous, on peut avoir des réactions humaines qui peuvent être identiques, c'est-à-dire qu'on on regarde la route et d'un seul coup on a l'impression de voir quelqu'un qui perd, du coup on va lever le pied et éventuellement on va freiner. Donc les voitures aujourd'hui avec les assistances à la conduite, elles ont des erreurs un peu similaires. Voilà. Ce qu'il faut, c'est effectivement, on le dit toujours, si vous suivez une voiture qui a ce type d'assistance, il faut s'en méfier. Il faut garder les distances de sécurité. Donc ça, bien sûr, il faut le faire avec toutes les voitures, garder ces distances de sécurité. Mais c'est vrai qu'il faut le faire peut-être un peu plus avec des voitures. Dès que vous dites ça c'est une voiture moderne, peut-être qu'elle a une assistance à la conduite. Voilà. Donc pour revenir un petit peu sur la Ioniq électrique, donc les deux aides à la conduite, c'est vraiment quelque chose qui est assez impressionnant et c'est une option, enfin c'est pas une option en réalité, c'est quelque chose qui, c'est un équipement, voilà, le terme est meilleur, c'est un équipement qui est sur tous les modèles Ioniq électriques. Alors je parle de la 28 et de la 38 kWh. Évidemment, c'est également un équipement qui est sur la Ioniq 5 électrique d'office aussi. Après, il y a d'autres assistances. Alors sur la Ioniq 5 que j'ai eu l'occasion d'essayer, donc vous pourrez retrouver ici, vous pourrez trouver une vidéo qui en parle. C'est vrai que l'assistance à la conduite, j'ai pas l'impression qu'elle ait énormément évolué, si ce n'est qu'il y a plus ce côté ping-pong. Et elle détecte les lignes un peu plus précisément, donc c'est-à-dire que sur des petites routes de campagne, j'ai été surpris de voir qu'elle détectait quand même les lignes. Ce qui n'est vraiment pas le cas. Encore une fois, c'est de l'assistance à la conduite. Méfiez-vous de la facilité qu'on a à lâcher le volant et à se dire c'est génial, elle conduit tout seul. C'est toujours bien d'avoir un œil sur la route et une main sur le volant. Voilà, donc ça c'est simplement les gros plus de la Ioniq électrique qui moi m'ont fait aimer cette voiture. Alors parmi les petites choses, pour quelqu'un qui vient de la voiture thermique et qui passe à l'électrique, il y a d'autres aspects qu'il faut considérer qui n'existent pas sur les voitures thermiques. Alors les voitures thermiques, la plupart sont en boîte de vitesse manuelle. Et une voiture électrique, elle réagit comme si on avait une boîte de vitesse automatique. C'est-à-dire, on a une pédale d'accélérateur, une pédale de freinage. Donc la première chose, c'est bien faire attention. Si vous n'êtes pas habitué à conduire une voiture électrique, il faut mettre le pied gauche en arrière. C'est ce qu'on m'avait conseillé, c'était de bloquer au maximum le pied gauche en dessous du siège au début. Alors sinon, il y a un repose-pied sur la gauche. Pourquoi il faut faire ça? Parce que si vous venez du thermique, vous allez avoir un réflexe pour freiner. Alors je sais même plus comment on freine. Oui voilà, pour freiner,
vous allez avoir le réflexe d'utiliser votre pied gauche. Or, le pied droit fait le frein et l'accélération. Il n'y a plus d'embrayage. Donc ça, c'est un mauvais réflexe qui va partir assez vite si vous achetez une électrique, mais qui au début peut, même si ça n'arrive qu'une fois, ça peut être dangereux. Si vous avez quelqu'un qui est derrière vous et que vous voulez embrayer, par exemple, là en fait vous allez freiner. Si vous voulez freiner, oui alors, attendez, je me souviens même plus comment ça marche sur les thermiques, mais voilà, je crois que c'est ça. C'est si vous voulez embrayer, en fait vous allez freiner. Et ça c'est extrêmement dangereux. C'est ça, hein, la pédale du milieu, c'est l'embrayage. Je pense que vous aurez compris le problème. C'est en gros faire attention à ne pas freiner brutalement alors que c'est pas l'opération que vous voulez faire. Même si ça vous arrive qu'une fois, alors peut-être que ça vous arrivera une fois, ça va faire drôle à la personne qui est derrière. Et effectivement, je parlais des distances de sécurité, on voit bien au quotidien, peu de gens les respectent et moi le premier. Donc il faut vraiment faire attention à ça. Et donc, pour revenir sur la voiture électrique, donc la Ioniq électrique, parmi les équipements, oui, je tiens le volant. Mettre la main comme ça, vous allez voir que je tiens bien le volant. Mais parmi les équipements qui peuvent être intéressants sur la Ioniq électrique, il y a une fonction qu'on retrouve aussi sur les voitures automatiques, c'est le rampage. Le rampage. C'est-à-dire que quand vous levez la pédale de frein à l'arrêt, la voiture va se mettre à rouler tout doucement. Ça peut surprendre et ça peut causer des problèmes. Moi-même ça m'est arrivé, c'est pour ça que je vous fais profiter de mon expérience personnelle. Un jour on m'avait prêté une voiture automatique, c'était une 406 coupé. Donc c'était une belle voiture. Et on me prête cette voiture et c'était une boîte auto. Et donc on me dit bon voilà, ça peut sembler plus simple d'utiliser une boîte auto par rapport à une boîte manuelle. Et sauf que effectivement il y a ce rampage qui fait que la voiture, alors vous voyez j'ai encore quelqu'un qui freine devant moi et du coup ma voiture elle descend à 90 km/h pour réaccélérer ensuite. Donc ce rampage m'a causé des problèmes. Pourquoi? J'étais en train de garer la voiture en marche arrière et puis je regarde dans le rétroviseur, je m'aperçois que j'arrive à la distance, faut pas que j'aille plus loin, faut pas que je recule plus, donc je freine et puis je n'accélère plus et donc j'ai tendance à lever le pied sans avoir serré mon frein à main, sans être passé en mode parking. Et là qu'est-ce qui se passe? La voiture elle se met encore à reculer. Et résultat, j'ai enfoncé le pare-choc arrière de la voiture qu'on m'avait prêté. Une horreur. Une horreur, un drame pour moi. On me prête une voiture, on prend encore plus soin en général des choses qu'on vous confie plutôt que vos propres affaires. Et là moi ça m'a vraiment mis super mal. Bon, on a fait marcher l'assurance et j'ai pu rembourser, je crois qu'il y en avait pour 500 € le pare-choc arrière de la 406 coupée. J'avais bien les boules, c'est tellement une belle voiture en plus. Bon, bref. Tout ça pour dire que sur la Ioniq, il existe un petit bouton. Alors, je vais déroger à la règle, je vais décrocher mon téléphone. Il y a un petit bouton ici, je ne sais pas si vous le voyez, c'est le Auto Hold. Le Auto Hold, si on l'active, au niveau de mon écran, j'ai un petit voyant qui s'affiche Auto Hold. Ça veut dire quoi? Ça veut dire si vous arrivez à un feu, vous appuyez sur le frein. Une fois que votre voiture est complètement arrêtée, vous avez le Auto Hold qui devient le voyant Auto Hold qui passe de blanc à vert. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire que si vous levez le pied du frein, malgré le fait que vous soyez toujours en position drive, votre voiture est immobile. Donc en fait, il y a un frein qui se serre tout seul. Et dès que vous allez appuyer sur l'accélérateur, la voiture va repartir. C'est pas une option qui existe sur tous les véhicules. Moi, ça a été un des trucs, plus que l'autonomie, plus que le fait que ce soit une voiture hyper efficiente, qu'elle ressemble pas à un pot de yaourt, tout ça, plus que tout le reste, c'est un des arguments qui m'a fait acheter cette voiture parce que j'avais trop ce souvenir de la 406 coupée qui était cassée
mais j'avais pas envie de revenir en arrière, enfin de retrouver à nouveau ce problème. Donc la 406 coupé, voilà, ça m'a vacciné, et c'est vrai que le auto hold c'est vraiment pratique. Alors maintenant j'y suis habitué, je le sais, la voiture, et j'en use même, hein, j'utilise même ce côté rampage. Oui, je tire mon volant, elle est là l'autre main, vous inquiétez pas. Donc c'est vrai, c'est une option qui est très intéressante. Donc si vous achetez la Ioniq, sachez qu'il y a cette option, c'est très intéressant. Alors l'autre chose, c'est que j'ai vu maintenant sur la Ioniq 5, il n'y a plus de commandes pour passer les vitesses au niveau du pupitre central. Donc avant on avait sur les voitures thermiques, on avait le frein à main manuel qui est passé en électrique sur la plupart des voitures, on avait la boîte de vitesse, et c'est vrai sur les électriques on a retrouvé, on n'a plus de boîte de vitesse, mais on a le sélecteur de vitesse qui nous donne trois choix. Donc le mode P, parking, le mode D, drive, donc ça veut dire aller en avant, et le mode R, donc ça veut dire rear, donc R-E-A-R, c'est un mot anglais qui veut dire marche arrière, aller en arrière. Et puis il y a un quatrième bouton, c'est le neutral. Le neutral, si je l'active, hop, à 130 km/h, je passe en roue libre. C'est un petit peu dangereux, je le déconseille. Voilà. Je l'ai fait pour le tester parce que je vous avoue, c'est la première fois en 100 000 km. Je ne l'avais jamais fait avant. Donc voilà, le mode drive, ça permet de passer en roue libre. Le problème du mode drive par rapport à la roue libre de la Ioniq, donc je vais venir sur ce détail après. Le problème, alors, je réalise quelque chose, le son n'est pas terrible. Je suis désolé. Un micro arrive. Je pense qu'au mois de septembre, les prochaines vidéos, je serai équipé d'un petit micro cravate qui me permettra d'avoir un son bien meilleur. En tout cas, j'espère. Donc, accrochez-vous aux branches et j'espère que le son sera meilleur. Je sais que c'est très important dans les vidéos, donc comme je vois qu'il y a des gens qui s'abonnent et tout, je leur fais un coucou d'ailleurs. Je vais tout faire pour vous, pour que vous regardiez mes vidéos avec le plus de confort possible. Et je sais que la qualité vidéo c'est une chose, mais le son c'est primordial. Donc pour revenir donc, sur ces sélecteurs de vitesse et donc sur le mode neutral, voilà, les commandes sont ici au niveau du pupitre. Et puis donc vous avez donc un frein à main, donc là c'est une petite commande électrique qui serre les étriers. Alors je dis frein à main, mais c'est un frein électrique, hein. Et ce frein se désactive quand vous passez le mode drive et que vous vous mettez à avancer, un petit peu comme sur les récents modèles thermiques où vous avez un frein électrique et dès que vous passez la première, quand vous accélérez, le frein se désengage. Voilà. Donc voilà, donc c'est le même genre. Alors le mode, je reviens une dernière fois sur le auto hold, c'est très pratique pour les démarrages en côte, parce que ça veut dire que vous arrêtez à un feu, vous arrêtez parce qu'il y a quelqu'un qui a arrêté devant vous dans une côte, donc vous serrez le frein, dès que vous êtes à l'arrêt complet, le auto hold s'active, donc ça veut dire que vous n'avez pas besoin d'appuyer sur le frein, à la pédale de frein. Donc là, votre voiture est arrêtée, dès que devant vous ça se dégage, vous appuyez sur la pédale drive et vous allez pouvoir repartir. Ça freine devant moi. Alors je suis à une moyenne, alors on va la regarder un petit peu, là je suis à une moyenne de 14,4 depuis tout à l'heure. Je fais un petit peu un retour sur la conduite sur autoroute. Donc j'ai une moyenne de 14,4 kWh au 100, ce qui fait 144 watts au kilomètre. Wattheure, pardon, au kilomètre. Et j'ai actuellement réalisé 50,6 km à une moyenne de 100 km/h. Donc c'est vrai, il y a des ralentissements. Là par exemple, j'ai pas une circulation très dense, mais devant moi, il y a quelqu'un qui conduit à 120 km/h. Je m'en occupe pas vraiment, ça roule hein, pour moi. Hein, voilà, il n'y a pas de bouchon, mais bon, je suis pas un fanjo, je suis pas pressé à la minute. Je sais que je vais perdre peut-être 2 minutes en arrivant, en roulant comme ça, plutôt qu'en roulant à 130. J'ai 70 km à faire hein, à l'aller. Donc je suis parti avec une Ioniq, donc je suis plutôt confiant. Vous voyez, bon, j'ai 100 000 km d'expérience avec cette voiture, et je sais que je vais les faire sans problème. Et l'autonomie restante, donc je suis parti, j'avais 135 km d'autonomie. Là j'ai la climatisation qui est à 27 degrés, donc elle tourne à peine hein, puisque dehors il fait 28 degrés. Il est, pour
donner des infos, il est 10h39. Faut pas que je loupe la sortie quand même, hein. Sinon je vais aller trop loin. Voilà, 10h39 du matin, on est fin juillet, donc les températures sont plutôt clémentes pour une fin juillet. Le temps est au beau fixe, bon, il y a quelques nuages, mais ça va, il fait grand soleil. Je pense que vous vous rendez compte dans la vidéo. Oui, je tiens le volant. Tout le monde va me dire, alors si dans les commentaires ça vous a saoulé la qualité du son, le bip de la voiture, sachez que ce bip, vous l'aurez aussi si vous faites de l'autoroute avec ce genre de voiture, alors que pourtant, voilà, je tiens le volant. C'est vrai qu'on n'est pas aussi attentif que quand on n'a pas une voiture. Je ne me permettrais pas de faire une vidéo si j'avais pas le Lane Keep Assist, ou en tout cas je ne regarderais pas mon téléphone, je serais focalisé sur la route comme ça. Et bon, voilà. Et c'est vrai qu'avec les lunettes de soleil, on se rend moins compte de ce que je regarde, de ce que je regarde pas. Je pourrais conduire comme ça et en réalité je regarde la route. Bref, donc pour revenir un petit peu sur ces assistantes, donc le auto hold, c'est très intéressant aussi dans les démarrages en côte. Parmi les équipements de la Ioniq qui sont vraiment géniaux, il y a les palettes. Les palettes, alors on voit légèrement ici sur le coin, sur le tout petit coin de la vidéo, on voit une palette ici. Ah, là j'ai mordu la ligne, vous voyez, il vaut mieux pas que je tienne le volant finalement. Donc ces palettes, ça permet de gérer la régénération de la voiture. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que en théorie, étant donné que c'est un moteur électrique, quand vous levez le pied, le moteur électrique il arrête d'alimenter, enfin de faire tourner la voiture, donc il se débraille d'une certaine façon. Et qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Vous êtes en roue libre. Donc c'est pas dur. Si vous êtes avec une voiture thermique et que vous voulez voir un peu ce que fait le bruit d'une électrique sur une autoroute, vous roulez à 130 puis d'un seul coup vous appuyez sur l'embrayage. Et là vous avez votre moteur, il fait très peu de bruit par rapport au roulement, le bruit des pneus par exemple, hein, là je sais que la vidéo elle est un peu bruyante parce que je suis à 125 km/h, j'ai toujours cette petite Fiat 500 qui est devant moi, voilà, et donc je suis basé sur sa vitesse, et donc les palettes régénératives, ça permet d'augmenter la régénération. Ça veut dire, pour ceux qui sont néophytes un petit peu, ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous allez mettre le moteur en mode éolienne. C'est la façon la plus simple que j'ai de l'expliquer. C'est qu'en gros, derrière les éoliennes, vous avez un moteur et c'est le vent qui fait tourner le moteur. Et un moteur, si vous envoyez de l'électricité dans un moteur, le moteur va tourner. Mais à contrario, si vous faites tourner un moteur, le moteur produit de l'électricité. C'est génial d'ailleurs, quand on y pense. C'est comme si un moteur thermique, quand vous êtes en frein moteur, il remplissait votre réservoir. Et c'est grâce à ça qu'on arrive à avoir des autonomies qui sont pertinentes, qui sont intéressantes dans les voitures. Parce que quand je lève mon pied, j'ai un frein moteur virtuel qui est en fait une simple position de mon moteur en mode dynamo. Voilà, les dynamos sur les vélos. Si vous vous souvenez des vélos où il y avait des dynamos, on en voit de moins en moins maintenant. Et voilà, en fait, le moteur de ma voiture bascule en mode dynamo. Et donc, je vais choisir d'avoir un mode dynamo intense ou faible via ces palettes. Et ces palettes permettent donc 4 niveaux de régénération. Le premier niveau, c'est le niveau zéro régénération, donc le fameux point mort. Le deuxième niveau, c'est le niveau 1, donc c'est une faible régénération. Puis le niveau 2, puis le niveau 3. Le niveau 3, c'est une forte régénération qui ne va pas jusqu'au freinage sur la Ioniq électrique 28 kW et 38 kW. Sachant que sur la Ioniq 5, maintenant, il y a un mode régénération qui va jusqu'à l'arrêt. Donc c'est le mode stop. Donc ça veut dire, alors on avait la e-pédale qui a été mise en place. Alors c'est le mot e-pédale d'ailleurs, hein, qui est également utilisé sur la Ioniq 5. Il a été mis en place sur la Nissan Leaf de première génération. Ça voulait dire la deuxième génération, pardon. Ça voulait dire que quand vous leviez le pied, vous aviez une régénération qui arrivait jusqu'à l'arrêt complet du véhicule, ce qui fait que vous n'avez plus besoin de toucher au frein.
Je reviendrai d'ailleurs sur cette pédale de frein et sur comment elle fonctionne après. Il y avait également, et c'était pas l'initiateur de la e-pédale, ce n'est pas vraiment Nissan. On en a beaucoup parlé quand Nissan l'a fait, mais sur la BMW i3, il y avait déjà cette régénération totale qui fait que votre véhicule s'arrêtait si vous pouviez avec la palette régénérer au maximum. Alors les palettes, c'est vraiment c'est super pratique à utiliser au quotidien, et je me suis interrogé quand j'ai acheté la voiture, est-ce que je vais utiliser les palettes encore dans 10 000, 20 000, 100 000 km? La réponse c'est oui. À ma grande surprise, j'étais sûr que c'était un peu gadget et qu'au quotidien je n'utiliserais pas, mais la réponse c'est oui, parce que j'aime bien faire un peu de l'éco-conduite, donc être dans l'économie. Donc assez souvent je vais ramener ma palette sur 0, et si je vois que je suis dans une circulation un peu plus dense, je vais remonter ma palette. Pourquoi? Parce que ça représente un problème, il faut en avoir conscience. Quand vous utilisez le moteur sans régénération, donc en mode roue libre, il faut savoir qu'avec un thermique, quand vous levez le pied avant de freiner, donc c'est analysé à la microseconde quand vous faites un freinage d'urgence, une partie du freinage il est fait par le frein moteur. C'est-à-dire que quand vous voyez quelque chose qui se passe devant vous, au début il y a l'hésitation, dire qu'est-ce qui se passe, ça freine pas, et donc là intuitivement, sans vous en rendre compte, vous allez lever le pied et votre voiture va commencer à ralentir du fait du frein moteur, ou donc si vous êtes avec un véhicule électrique, du fait de la régénération. Et après seulement vous allez appuyer sur le frein s'il y a un vrai freinage d'urgence à faire. Or si vous êtes en mode roue libre, donc zéro régénération, à ce moment là vous n'allez pas vraiment avoir ce petit freinage intuitif, et votre voiture va continuer à tracer, et ce qui fait que vous allez vous rapprocher dangereusement du véhicule devant vous. Alors bien sûr il y a les assistances à la conduite, le système de régulation, de régulateur de vitesse adaptatif, qui fait que de toute façon vous gardez une distance de sécurité et que votre voiture elle va détecter s'il y a un freinage de la part de même fin de la part de la voiture qui est devant. Mais si vous n'avez pas enclenché le régulateur de vitesse adaptatif, vous avez quand même avec cette régénération un petit freinage intuitif qui est super important. Voilà. Tiens, voyez, regardez, je vous parle, j'ai pas touché à la pédale, je touche toujours pas à la pédale. La voiture qui était devant moi a doublé une voiture qui roulait moins vite, et là je me retrouve à 95 km/h. Je le sens et je m'en rends compte parce que la voiture a freiné. Bien sûr, si j'étais 100% attentif à ce qui se passe sur la route, j'aurais freiné par moi-même ou j'aurais levé le pied. Là, bon, bien sûr, j'ai pas le pied sur la pédale d'accélérateur, là, mes pieds sont posés en dehors des pédales. Mais c'est vrai que si on n'a pas cette attention, si on a on va dire un régulateur de vitesse non adaptatif, on peut se faire surprendre. C'est dangereux d'ailleurs, le régulateur de vitesse sur une voiture classique qui n'a pas la détection du véhicule qui est devant, c'est dangereux. Sur autoroute, personnellement, avec mon autre voiture qui est un véhicule thermique, moi j'utilise plutôt, alors là du coup je suis à 100 km/h, bon, on va attendre que ça ait fini de doubler, hop, on met le clignotant et on double. Donc quand on n'a pas quand on est sur un véhicule qui a juste un régulateur de vitesse classique et un limiteur de vitesse classique, moi je préfère utiliser sur autoroute le limiteur de vitesse. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que j'ai toujours le pied sur la pédale, mais que je ne suis pas embêté par la vitesse. Je sais que je ne dépasserai pas la vitesse que j'ai réglée. Voilà. Donc voilà. Vous voyez, j'ai un peu plus. C'est sûr, hein, quand on est plus attentif à la route, on l'est moins à la vidéo qu'on est en train de faire. Vous voyez. Donc le régulateur de vitesse adaptatif, faut faire attention. Donc j'étais en train de vous parler des palettes régénératives et du fait qu'il faut effectivement faire attention à ce biais qu'on peut avoir de dire je vais me mettre tout le temps en mode roue libre, parce que
La roue libre, contrairement à ce que même la voiture va vous dire, parce que vous pouvez paramétrer la conduite automatique en mode éco, quel type de régénération je veux, quel type de chauffage je veux, tout ça. Donc tout ça mis bout à bout va vous dire que si vous régénérez au maximum, vous êtes en 100% éco-conduite. Or, je le sais maintenant, au bout de 100 000 km, si vous voulez consommer le moins possible, déjà il faut éviter d'utiliser les assistances à la conduite, donc il faut être sur une conduite 100% manuelle, et surtout il faut être sur une conduite en mode roue libre. Pourquoi? Parce que quand vous levez le pied, certes vous n'allez pas recharger la batterie, mais votre voiture va continuer à rouler, et donc si vous anticipez, si je vois au loin une voiture qui commence un frémissement de ralentissement, je lève le pied et donc ma voiture va continuer à rouler et elle va ralentir, mais progressivement, très progressivement, à une vitesse, voilà, une vitesse normale, et ça va m'éviter d'avoir à consommer trop. Pourquoi? Parce que il y a une phrase qui résume un peu tout, c'est l'énergie la plus facile à récupérer, c'est l'énergie qu'on n'a pas dépensée. Donc effectivement, si vous avez tendance à utiliser de la régénération, dès que vous levez un petit peu le pied, oui vous régénérez, mais oui vous freinez. Ce qui veut dire que derrière il va falloir réaccélérer si vous avez trop freiné. Alors ça me fait un peu penser à ces gens qui sont à des feux sur une petite route en ville, et puis il y a des feux qui s'enchaînent. Dès que le feu passe au vert, le gars il accélère comme un bourrin, et il arrive sur le feu, et au dernier moment il freine. Et là on est carrément dans l'archétype de tout ce qu'il ne faut pas faire si vous voulez économiser. C'est-à-dire qu'il faut avoir une accélération douce. Donc le feu passe au vert, vous accélérez doucement. Et si vous voyez que le feu, après, il est au rouge, inutile d'accélérer jusqu'au bout. Vous levez le pied, vous laissez la roue libre, vous vous amenez tranquillement jusqu'au feu rouge. Et ça se trouve, entre-temps, il va passer au vert. Et vous allez pouvoir continuer à maintenir votre vitesse et peut-être accélérer un petit peu, mais doucement. Voilà, ça sert à rien de faire les fangos, d'être un fou du volant. Clairement, un fou du volant, c'est tout ce qu'il ne faut pas faire si vous voulez avoir une consommation faible. Voilà. Donc, cette régénération, voilà, je vous ai un petit peu expliqué comment elle fonctionne. Alors, toujours au niveau des assistances à la conduite, il y a donc ce Line Keep Assist peut être désactivé. Parce qu'il est par défaut, quand vous démarrez la voiture, vous avez le Line Keep Assist qui est activé, mais vous pouvez le désactiver manuellement, de la même façon que vous pouvez désactiver l'antidérapage. Ça, sur pratiquement toutes les voitures, hein, vous pouvez l'activer ou le désactiver. Parmi les choses qu'on peut désactiver ou activer donc, sur cette voiture, il y a également le son d'avertisseur pour les piétons, donc ce qui s'appelle chez Hyundai le VESS, le Vehicle Electric Sound System, un son artificiel à faible vitesse qui prévient les piétons, notamment quand on est en ville. Donc ça fait un petit bruit de soucoupe volante, hein. Vous avez tous entendu les Zoé, elles ont un bruit très caractéristique. Alors chaque voiture électrique elle va avoir son petit son caractéristique. Donc voilà, donc ce son peut être désactivé individuellement sur la voiture. Par contre, il est réactivé à chaque fois que vous prenez la route. Donc, quand vous démarrez la voiture, le son est activé par défaut. Ça, vous n'avez pas le choix. Quelque part, c'est pas plus mal. Alors, je m'aperçois que j'ai oublié de vous parler en termes de régénération de comment moi j'utilisais. Donc, je vous disais effectivement, oh là là, en rouge, elle est belle, la modèle 3. Ah, ça, c'est une version 2021. Puisqu'il y a les parties, les poignées et le tour de porte qui est en noir. Donc qu'est-ce que je disais, la régénération, moi je continue à utiliser les palettes parce que quand j'ai une circulation dense, je vais tendance à au contraire avoir une régénération au maximum. Alors là j'accélère un petit coup parce que je vois qu'il y a quelqu'un qui veut s'introduire sur la voie et j'ai quelqu'un sur le côté qui est en train de me doubler, donc je peux pas me décaler et je veux pas non plus l'embêter en restant à la vitesse, parce que c'est un peu le problème d'une voiture totalement autonome, c'est qu'elle va s'en foutre des gens qui arrivent sur la voie d'accélération. Elle va dire soit tu accélères et tu me passes devant, soit tu ralentis et tu attends que j'ai passé. Donc hop, Sisteron, 11 km, voilà. Donc je vais bientôt sortir.
pas que je loupe la sortie. Donc toujours pour parler de cette régénération, effectivement, on continue à utiliser les palettes. Et moi j'utilise simplement comme un frein. Donc comme je vous disais, j'ai cette conduite un peu souple où je vais anticiper ce qui se passe devant moi. Plutôt que de toucher au frein, quand je suis dans une descente et que je vois devant moi ça freine, je vais augmenter ma régénération progressivement pour avoir un frein régénératif, pas trop important, mais voilà, que je vais doser justement. Alors c'est vrai que pour les passagers, par contre, ça peut faire bizarre parce qu'il y a une espèce d'à-coup. D'un seul coup, on augmente la régénération et d'un seul coup, la voiture se met un petit peu à freiner. Donc ça peut surprendre les passagers parce que c'est pas un freinage aussi doux que si vous appuyez sur la pédale. Et justement, ça me permet de faire cette transition sur la pédale de frein d'une voiture électrique en règle générale et en tout cas sur la Ioniq, comment elle fonctionne. Le premier, en fait, il faut considérer que vous avez 3 degrés de freinage sur votre pédale. Donc on va diviser on va dire que, admettons, vous avez 90 degrés d'appui sur la pédale. C'est pas le cas, hein, c'est peut-être 30 degrés, mais alors voilà, si c'est 30 degrés, les 10 premiers d'inclinaison, donc d'appui sur la pédale, c'est 100% de régénération. C'est-à-dire qu'en fait, quand vous appuyez sur votre pédale, en fait, vous faites de la régénération. Voilà. Sachant que dès que vous touchez à la pédale, vous désactivez la conduite, le régulateur adaptatif. Les 10% suivants, vous avez un mix qui va varier. Donc un mix de régénération et un mix de freinage sur la... Alors là, je sors, je prends ma sortie. Donc j'ai désactivé manuellement ma régénération. Je suis passé en roue libre. Alors attention, quand vous désactivez le régulateur adaptatif, d'ailleurs je crois que c'est la mauvaise sortie. Ouais, je crois que c'est la mauvaise sortie. C'est la mauvaise sortie. Je vais être obligé de reprendre l'autoroute. C'est pas grave. Hop. Ah, voilà un qui n'a pas son ticket et qui s'est mis sur la sortie télépéage. Bref, donc quand je désactive, c'est la régulation adaptative, la régénération qui était paramétrée avant d'activer le régulateur adaptatif. Ça fait du bien quand il n'y a pas de bruit, hein. Vous voyez, j'ai mon auto-hold, donc là je ne touche pas aux pédales, la voiture n'avance pas. Quand vous désactivez le régulateur adaptatif, c'est la régénération qui était paramétrée avant que vous l'activiez qui prend la main. Et donc il faut faire attention quand vous désactivez. Si vous avez une régénération qui est à 3 bars, donc au maximum, vous risquez de... Sérieux, qu'est-ce qu'il fait? Il paye avec des pièces de 10 centimes ou quoi? J'aurais mieux fait de passer à côté. Bah non. Il est en train de créer un bouchon, le mec. Allez, avance, tu mettras tes pièces dans ton vide-poche plus tard. Oh, le ticket, mais ça va, t'en as pour 15 €. Voilà, je suis français, hein. Je râle. Donc il faut faire attention quand vous désactivez la régénération, enfin la conduite adaptative, le régulateur de vitesse adaptatif. Hop. Voilà. Quand vous désactivez ça, si vous avez un freinage au maximum, d'un seul coup votre voiture va se mettre à freiner. Donc il faut que vous en ayez conscience quand vous désactivez, parce que ça peut surprendre, et encore une fois ça surprend les gens qui sont derrière vous, parce que ça veut dire que vous allez freiner de façon un peu sec. Vous voyez, hop là, j'ai besoin de freiner, j'appuie légèrement sur le frein, je sens que c'est pas suffisant, plutôt que d'appuyer plus fort, je mets ma régénération au maximum. Voilà. Donc ça c'est vraiment pour vous dire que j'utilise sans m'en rendre compte la palette au quotidien. Voilà. Et dans une conduite un peu plus dynamique et sportive, c'est toujours bien d'avoir cette régénération, parce que ça veut dire que vous freinez automatiquement dès que vous levez le pied. Voilà. Bon, je suis obligé de reprendre l'autoroute, c'est génial. Hop. Donc là j'ai lâché, j'ai remis en régénération minimum, puisque c'est vraiment pour jouer avec et en même temps pour vous en parler. Mais c'est vrai que je le fais intuitivement sans m'en rendre compte en réalité. C'est devenu une seconde nature. D'ailleurs, quand je remonte dans la thermique, de temps en temps, je cherche mes manettes. Hein. Un petit peu comme au début que vous conduisez une voiture électrique, vous allez avoir tendance à chercher le levier de vitesse et le frein à main, et donc ça peut surprendre aussi. Voilà. Donc pour continuer un petit peu avec cette Ioniq électrique et puis aussi aboutir
je vais bientôt arriver, donc 45 minutes de vidéo, c'est pas rien. Hop, donc je remets cruise control, là je suis à 83 km/h, donc j'ai mis un petit coup vers le sélecteur vers le bas pour qu'il enregistre la vitesse, donc j'étais à 82 km/h, là je monte à 120, 130, voilà, c'est parti. Donc elle est repartie, j'ai mon régulateur adaptatif, j'ai mon line keep assist, alors je tiens toujours le volant un petit peu, dès que je vois un virage je suis un peu plus vigilant. Voilà, donc pour faire un petit peu la fin de cette promenade sur la Ioniq électrique et ces aspects spécifiques à la voiture électrique qu'on va rencontrer notamment sur la Ioniq, voilà, vous avez effectivement, vous pouvez paramétrer, alors le dernier bouton dont je vais vous parler, l'avant-dernier, allez j'en vois un autre, non mais ça c'est pas lié à la voiture électrique, je vous en parle pas, c'est le radar de recul. Vous pouvez activer manuellement, même si vous ne reculez pas, vous pouvez activer les radars avant et arrière quand vous faites un petit stationnement en avant. C'est un truc qui, bon, j'en parle quand même. Bref, voilà, donc vous pouvez l'activer même si vous avancez. Et donc le dernier truc dont je ne vous ai pas parlé, c'est le drive mode. Vous avez peut-être vu le bouton tout à l'heure quand j'ai amené la caméra. Je ne veux pas trop la bouger parce que c'est pas très agréable d'avoir déjà le son n'est pas terrible. Si en plus la vidéo elle bouge, c'est vraiment problématique. J'ai déjà fait 88 km quand même. Ah, dis donc, ce qui fait que j'ai intérêt à avoir je suis à combien? 88 km et j'ai 14,5 kWh. Ce qui fait que je vais faire tout juste ma batterie. Alors là, je suis dans une pente ascendante, donc je suis plutôt rassuré. Alors là, je passe à 110, donc je redescends mon régulateur, hop, à 110. Voilà. Et il me reste pour l'instant en batterie, en autonomie, il me reste 54% de batterie. Donc je suis pas mal, je suis juste, mais pas mal. Je vais baisser la clim, je vais la mettre sur off. Et là, hop, mon autonomie vient de gagner 10 km. C'est génial. Surtout qu'il ne fait pas trop chaud, j'ai de la chance. Donc, le dernier bouton dont je voulais vous parler, c'est le drive mode. Donc effectivement, vous pouvez choisir, d'ailleurs je ne me suis même pas mis en éco, je suis en mode standard. Hop, mode éco. Ça ne changera rien puisque je suis en régulateur adaptatif et qu'il ne prend pas en compte le type de conduite que vous voulez. Puisque lui, il va avoir une accélération qui est moyenne, qui n'est pas ni basse ni haute. Si vous êtes en mode sport et que vous mettez le régulateur adaptatif, il ne va pas faire des accélérations de bourrin dès que vous allez doubler quelqu'un. Voilà. L'avantage du régulateur adaptatif par rapport à la Tesla Model 3, c'est que quand vous mettez un coup de clignotant et que vous déportez, le régulateur adaptatif est toujours activé. Et ça, je sais que sur la Tesla Model 3, il désactive complètement le système d'assistance à la conduite dès que vous mettez un coup de clignotant. Donc vous êtes obligé de prendre la main et de réactiver deux coups vers le bas, si mes souvenirs sont bons. Je n'ai jamais conduit de Tesla Model 3, de Tesla tout court. Donc automatiquement, il va avoir tendance à... Qu'est-ce que je voulais dire? Le régulateur de vitesse adaptatif, il va conserver la régulation quand vous doublez avec la Ioniq, ce qui ne se fait pas avec la Tesla Model 3. Voilà. Allez, j'en viens à un bout de cette petite vidéo. J'arrive sur la dernière sortie, donc Sisteron Nord, et on va pouvoir faire le bilan pour cette montée. Hop, donc là, vous voyez, je désactive le régulateur adaptatif et tout de suite ma voiture s'est mise à freiner parce que j'avais 3 barres. Donc, comme j'ai les mains sur le régulateur adaptatif, j'ai désactivé le régulateur. Alors je l'augmente parce que j'arrive sur un virage un peu plus conséquent. Ça me permet, voilà, je joue vraiment sur les palettes. Je sais que vous ne voyez pas forcément mes mains, mais je joue vraiment sur le régulateur de façon à ne pas avoir besoin de toucher à l'accélérateur ou au frein. C'est ça l'anticipation, et c'est vrai que je suis obligé un petit peu d'accélérer quand même. Ça permet de ne pas rouler trop vite. Vous allez avoir de toute façon, si vous achetez une voiture électrique, votre conduite, elle va s'adapter aux voitures électriques. Vous allez avoir un petit peu la chasse au kilomètre. Vous allez vouloir essayer d'avoir l'autonomie la plus importante, ce qui est assez marrant d'ailleurs. Voilà. Donc voilà, on va faire le point. J'ai 14,3 kWh de consommation sur autoroute, sachant que j'ai pas maintenu une vitesse à 130, on est d'accord. Mon régulateur, je l'ai mis à 130. J'ai fait donc quelle distance? J'ai fait 92 km
sur ce premier tronçon, sachant que là où je vais, il n'y a pas de borne de recharge. Il y a des bornes de recharge Tesla, elles ne sont pas encore ouvertes au public, ce qui fait que pour l'instant, effectivement, je ne peux pas recharger ma voiture à Sisteron. Alors peut-être qu'il y a des bornes un peu plus près, mais je ne les connais pas. Donc 92 km, 93 km à une vitesse moyenne de 101 km/h, ce qui fait que voilà, j'ai une consommation qui est vraiment basse. Je vous dis à tout de suite pour faire le point sur le retour que je ne ferai pas avec vous. Ciao. Tout le monde ils vont te connaître. Et coucou, alors voilà, j'ai récupéré un paquet à Sisteron et je suis de retour. J'ai donc fait le chemin de retour. Alors d'abord je me suis mis à 120 km/h. Pourquoi? Parce que j'ai augmenté un petit peu la clim, ce qui fait de plus en plus chaud. Et puis au fur et à mesure, j'ai vu un petit peu l'autonomie fondre, au point que là il me reste 2% d'autonomie. Et je suis à, je sais même pas à combien de kilomètres je suis de chez moi, parce qu'il a désactivé. Je suis à 6 km. Donc c'est plutôt tendu. Donc je roule très doucement. D'ailleurs je suis en mode tortue. Ce qui fait que je peux d'ores et déjà vous dire un petit peu la consommation totale. Donc 13,2 kWh au 100 pour une distance qui dépasse les 180 km. J'ai actuellement 181,7 km, sachant que je sais pas si je vais pouvoir rentrer chez moi. C'est tendu. Allez, je vais aller faire un petit saut. Je vais m'arrêter sur le parking et je vais faire le bilan. Et puis on va voir après pour trouver une solution de recharge plus proche. Alors donc pour finir ce bilan, donc je le disais, 182 km plus les 5 km que j'avais fait avant d'enclencher la vidéo et avant d'enclencher le compteur. Donc je trouve que c'est vraiment pas mal, sachant que j'ai roulé avec la climatisation. Et voilà, on arrive à la fin de ce test qui s'est transformé en épopée, un petit peu comme tous les tests qui vont jusqu'à 0%. Voilà, j'ai fini à 2 km du chargeur. Donc j'étais juste à côté de chez moi et un petit peu trop loin, il y avait genre 5-6 km de chez moi. Je suis sorti de l'autoroute et puis arrivé tout juste à Pertuis, la voiture dans la montée à 1 km 300 de la recharge, donc c'est la recharge métropole, donc voilà, c'est ce genre de borne. Donc je suis arrivé à 0%, donc on est obligé de pousser la voiture avec une autre voiture. Bon, moi c'était vraiment tout ce qu'il ne faut pas faire, hein. Donc utiliser plutôt une barre de traction ou au moins une sangle et puis utiliser les crochets qui se vissent sur la carrosserie. Bon, voilà, bon, on a réussi quand même à arriver jusque là et on recharge. Et donc ça apporte quand même un bilan, malgré tout, même si ça se finit par une épopée un peu bizarre. Malgré tout, cette Ioniq électrique m'a fait faire 180 km d'autoroute. Voilà, par contre, 180 km, au bout de 180 km, si vous n'avez pas de borne, c'est dead. Donc bien sûr, c'est plutôt positif, moi je trouve ça positif, puisque c'est une voiture qui a 100 000 km et ça prouve bien que voilà, elle a vraiment toute sa capacité, toute la capacité. Et c'est vrai, alors pour l'astuce, quand elle passe en mode tortue, vous savez que vous avez 2 km à faire. Si votre borne elle est à 2 km, le tentez pas. Hein, c'est la nouvelle expérience que je viens d'acquérir. Le tentez pas. Arrêtez-vous un petit peu avant. Pourquoi? Même si vous êtes arrêté en plein milieu de nulle part, vous faites remorquer par n'importe qui et vous pouvez vous mettre en mode recharge parce que il vous reste encore un petit pourcent, tout petit pourcent de batterie. Et dès lors que vous êtes encore comme ça, vous pouvez recharger la voiture en vous faisant tracter par quelqu'un d'autre et après finir les kilomètres qui restent jusqu'à la borne de recharge plus tranquillement. Ne serait-ce que d'arriver dans une pente, ça m'est arrivé une fois aussi où mon épouse s'est retrouvée coincée à quelques mètres. Oui, on t'entend, oui, on t'entend. Un autre youtubeur peut-être. Donc voilà, donc le final c'est une consommation d'à peu près 14,5 kWh au 100 pour une batterie de 28 kW que j'ai complètement vidée, et donc j'ai fait 190 km
en comptant les kilomètres. Je vous dis, j'avais fait à peu près 5-6 km avant d'enclencher le rodateur. Et ben, je trouve que c'est quand même pas mal, hein. Si je regarde, hop, voilà, donc si j'allume et qu'on regarde ensemble, là maintenant qu'elle est en recharge, alors ça veut pas s'allumer, voilà, donc si je regarde dans mon historique, hop, je sais même pas si, voilà, j'ai fait 185, c'est bien ça, 190 km en tout, parce que j'ai fait 185 km, dont 1 km en la poussant, ok, même pas 500 mètres, 185,8 km pour une consommation de 13,1 kWh au 100, donc voilà, c'est vraiment pas mal, sachant que j'ai utilisé la climatisation tout le long. Alors c'était un test grandeur nature. Bon, ça m'encourage à passer à la Model 3 parce que en voiture principale, en voiture unique, la Ioniq peut pas combler tous les trajets. Néanmoins, voilà, là j'ai roulé en mode gourmand, j'ai roulé sans me dire je vais rouler à 110 tout le long, sans me dire je vais rouler sans clim. Donc je pense qu'en roulant à 110 sans clim, bah, vous pouvez facilement faire 220 km sur autoroute. Voilà, c'est vraiment une voiture qui encore aujourd'hui m'étonne. Alors avant de vous quitter, je vous donne une dernière petite anecdote. J'ai plusieurs cartes, hein, parce que tous les électromobilistes ils ont toujours plusieurs cartes au cas où, que j'ai quasiment jamais utilisées. Donc j'ai la fameuse carte ChargeMap, donc, qui est une carte qui permet de se recharger à peu près sur toutes les bornes, beaucoup de bornes. Et puis j'ai aussi la carte, alors attendez, hop, là. Je vais les poser dans ma poche, désolé. J'ai aussi cette carte, la carte métropole, et seulement, c'est bien, donc c'est une borne, la métropole. Donc je me suis dit, bon bah je vais déjà utiliser celle-là, je suis sûr que ça marche, quoi. Ça va pas marcher. Et là, j'étais mal. Il me dit erreur de compte et tout machin. Ah bon, ok. Et là, j'ai essayé le ChargeMap et le ChargeMap a fonctionné. Alors, je vais peut-être payer un peu plus cher la recharge, mais là, pour le coup, ça valait le coup. C'était drôle. C'était une petite expérience. Voilà. Bah, je vous embrasse tous. Je vous dis merci d'avoir visionné cette longue vidéo et puis qui finit un peu en apothéose avec cette batterie à 0%. J'espérais arriver chez moi avec allez, 5%. Et puis bon, bah effectivement, comme j'ai un peu chargé la mule en termes de consommation, et ben voilà, je suis arrivé un petit peu en dessous. Mais personnellement, pour moi, pour mon expérience personnelle, ça valait vraiment le coup. C'est un truc à faire une fois, d'arriver en rade et de se faire pousser. Voilà, je vous embrasse tous, abonnez-vous à la chaîne et puis alors, activez la petite cloche. J'ai récemment compris à quoi ça servait, c'est d'être informé quand il y a des nouvelles vidéos. Voilà, à bientôt.